L'humanité a toujours connu des risques naturels, il a toujours été confronté à des événements extrêmes, et il a toujours essayé de s'adapter et d'y faire face, même si parfois il s'est avéré particulièrement vulnérable face à des événements d'une telle ampleur qu'à un moment donné, il n'était plus capable de pouvoir se protéger. On se rappelle tous de Pompéi en 79 qui a été complètement ravagé par des laves et en un instant qui a généré un déclin complet d'une ville. On se rappelle un peu plus récemment de Lisbonne qui a été complètement dévastée par un tsunami en 1755. Autant d'événements qui en réalité ont complètement marqué le territoire à chaque fois où ils se sont déroulés. Plus récemment, on a découvert à quel point ces événements d'une telle ampleur pouvaient aussi se produire dans notre ère, à notre époque. On se rappelle tous du tsunami de 2004 qui nous avait particulièrement marqué parce qu'on avait découvert à ce moment-là, sur des images, à travers nos télés, à quel point des populations entières pouvaient être ravagées en l'espace de quelques minutes. Et on avait recensé à cette époque-là 250 000 victimes. Alors, il est essentiel de comprendre pourquoi ces phénomènes naturels se produisent, comment ils arrivent et comment on peut aussi essayer au maximum de s'en protéger. On va essayer de comprendre ça ensemble et d'avancer pour justement voir quels sont les moyens de protection, de prévention qui existent et surtout mieux comprendre le vocabulaire pour pouvoir justement avoir des bases et un socle commun pour pouvoir échanger sur ce sujet. L'homme moderne n'est absolument plus celui qui était là il y a encore des millénaires, qui savait s'adapter, qui savait à un moment donné essayer de rebondir, déménager si c'était nécessaire. Aujourd'hui, l'homme moderne est sédentaire. Lorsque l'on regarde nos prêts immobiliers, en général, on les voit sur des durées de 25 à 30 ans parce que notre objectif, c'est quelque part de devenir immuable et de ne plus bouger sur notre territoire, de créer ce qui va permettre ensuite à notre descendance de récupérer ce bien matériel. On va se rendre compte à quel point ces biens peuvent être exposés à différents types de risques, à quel point ils peuvent être fragilisés, mais à quel point aussi on peut les rendre plus résilients. Il existe aujourd'hui des solutions. En France, 2/3 des communes sont soumises à au moins un risque naturel. On se rend compte à quel point c'est un sujet crucial pour nos sociétés parce que dans ce phénomène global qui a toujours existé depuis la nuit des temps, s'invite le changement climatique. On reviendra sur ce sujet et on essaiera de comprendre comment le changement et la modification du climat à l'échelle planétaire peut avoir un impact justement sur ces phénomènes qui ont existé de tout temps. Alors si on regarde juste le concept de ce qu'est un risque, en réalité on se rend compte que le risque est un terme qui est utilisé dans quasiment toutes les disciplines. Il est utilisé en économie, en mathématiques et puis même on regarde dans notre vocabulaire au quotidien, on a parlé de risque sanitaire, de risque d'inflation. Donc on voit à quel point en réalité c'est un terme qui est utilisé un petit peu à toutes les sauces. Il faut maintenant qu'on essaye de comprendre ensemble justement à quoi ça correspond lorsque l'on parle de risque naturel. En réalité, il existe une définition. Cette définition, elle est très simple. Un risque, en réalité, c'est un événement ou bien une situation dont les conséquences ne peuvent être prédites avec certitude. Derrière se cache une question de probabilité, voire même de hasard. Donc on ne maîtrise absolument pas les risques parce qu'on ne maîtrise pas en réalité notre futur. Toute la question est d'essayer de comprendre justement quels sont les effets en chaîne qui vont s'emballer pour générer à un moment donné une situation donnée, une situation à risque qui engendrera ensuite une crise. Au début des années 2000, on voit à quel point la question du risque devient une question prégnante dans notre société. Elle apparaît partout. Pourquoi ? Parce qu'une histoire se met en œuvre et se révèle peu à peu. D'abord, on va être particulièrement marqué par les inondations de Nîmes en 1988. On va découvrir un territoire qui est complètement ravagé par les eaux, jusqu'à 2 mètres par endroit. Et on comprend à ce moment-là à quel point une ville de cette ampleur peut être extrêmement vulnérable. 4 ans après, en 1992, Vaison-la-Romaine, un petit village qui est situé sur le bassin de l'Ouvèze, un petit cours d'eau qui passait par là et qui, habituellement, est de l'ordre de 20 cm de hauteur, va monter jusqu'à 10 mètres de hauteur en l'espace de 4 heures. Le problème, c'est que juste
Talaval, nous avons une zone pavillonnaire qui a été construite et donc l'intégralité de cette zone va être complètement ravagée par les flots et va générer un certain nombre de victimes qui va particulièrement marquer le territoire. On voit là à quel point cet ensemble d'événements croisés aux tempêtes qui vont se dérouler en 1999 nous rappelle successivement à quel point nous sommes particulièrement vulnérables aux risques naturels et plus particulièrement aux risques inondations. Ce focus que l'on va voir dans les médias va faire réagir le milieu politique. Et donc, des décisions vont être prises, des lois vont être mises en œuvre et notamment une évolution de l'ensemble du système de gestion des risques naturels va voir le jour. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, face à des pays ou encore à des villes qui découvrent à quel point elles peuvent être soumises à ces risques. Je pense par exemple à Montréal qui a découvert à travers 2 inondations extrêmement importantes à quel point ils pouvaient être extrêmement vulnérables. En réalité, nous avons quelque part une sorte de chance. Par rapport à d'autres pays, on se rend compte à quel point la France a pris en considération très tôt cette question de gestion des risques naturels. Elle a essayé de s'armer d'une politique très forte pour pouvoir essayer de faire face, essayer de réduire ce que l'on appelle la vulnérabilité, essayer de faire de la prévention, essayer de sensibiliser. Et donc, un ensemble d'outils ont pu être déployés en France pour pouvoir justement réussir à faire face à ce fléau qui a traversé nos territoires, mais surtout nos consciences, parce que nous avons gardé un traumatisme de ces événements-là et compris à ce moment-là à quel point nous n'étions rien face aux flots complètement dévastateurs qui pouvaient ravager un territoire en l'espace de quelques heures. Il y a l'aléa d'abord. L'aléa, c'est un terme qui est apparu au XIXe siècle. Il vient du latin alea qui signifie en fait jeu de dés ou chance. Donc ce terme est lié directement à la notion de hasard. Dans le domaine des risques naturels, on lui attribue en général une intensité et donc ça désigne surtout la menace. Donc l'aléa, c'est l'événement qui va venir et qui va nous menacer directement et qui risque de nous atteindre. Suite à une catastrophe naturelle, on se rend compte que cet événement menaçant potentiel a toujours été oublié par les populations successives, soit parce qu'elles se sont déplacées, soit pour des raisons démographiques, ou bien parce qu'elles ont oublié et elles n'ont pas transmis cette culture qui permet aux gens de pouvoir s'adapter. Et donc, on entend très souvent, lorsqu'on va sur des territoires, des gens nous rappeler qu'ils n'avaient jamais vu ça de mémoire d'homme. Or, quand on mène des enquêtes et notamment des études historiques, on se rend compte que les flots sont déjà passés par là, parfois de manière bien plus importante. Parfois, on se rend compte même à quel point le nom de certaines rues ou de lieux-dits, en réalité, raconte l'histoire de ce territoire. L'idée, c'est d'essayer de comprendre quelle est la force potentielle de ces événements et surtout, en fonction de la manière dont on a aménagé notre territoire, dont on l'a urbanisé, essayer de comprendre comment nous-mêmes on a modifié la potentialité de ce risque. Est-ce qu'on l'a aggravé justement en construisant des routes, des ponts ou bien derrière en construisant des lotissements ou en étendant des villes sur des surfaces qui jusque-là étaient plutôt des espaces où la rivière pouvait s'épancher lorsqu'elle était en phase de crue maximale. Ce sont des questions qu'on doit se poser aujourd'hui pour essayer de comprendre comment on va pouvoir cartographier ces risques, cartographier cet aléa, cette menace en réalité qui arrive sur un territoire et qui va rencontrer une deuxième notion essentielle, les enjeux. Alors quels sont les enjeux? Les enjeux, c'est vous, c'est moi, mais ça peut être aussi un tissu économique, c'est une activité touristique. Les enjeux peuvent être notamment des enjeux d'ordre environnementaux, des enjeux économiques au sens large. Donc on se rend compte qu'en réalité, l'enjeu, c'est l'élément qui va être extrêmement vulnérable, l'élément qui va être touché par cette menace qui arrive sur le territoire. On dit toujours que lorsqu'on a un aléa en plein désert, en réalité, il n'y a pas de risque. Et effectivement, si vous n'avez pas d'enjeu, vous n'avez pas de risque. Vous pouvez avoir une inondation colossale si ça se situe dans une zone dans laquelle il n'y a pas d'habitants, dans lesquels il n'y a pas d'objets, de valeurs patrimoniales ou encore de maisons qui risquent d'être dévastées. À ce moment-là, l'eau passe et repart. Par contre,
nous avons aménagé nos territoires ces dernières décennies et nous les avons aménagés bien souvent en oubliant justement ces risques, en oubliant leur existence, en oubliant l'histoire et l'enveloppe potentielle qu'ils peuvent recouvrir. Et donc, ça demande un travail très important pour reconstituer justement jusqu'où l'eau peut arriver lorsqu'on parle d'une inondation. Essayer de comprendre où sont les zones sismiques actives lorsque l'on parle d'un séisme. Donc on voit que l'ensemble de ces risques naturels peuvent être étudiés, évalués et mieux compris pour pouvoir ensuite essayer de trouver des réponses qui vont être adaptées non seulement au type de menace, mais au type d'enjeu, donc aux typologies de personnes qui vont se retrouver exposées. On peut avoir des enjeux qui sont particulièrement vulnérables et notamment l'enjeu vulnérable par essence même, c'est vraiment la personne qui n'est pas au courant qu'une inondation peut se produire sur son territoire, qui ne sait pas à quel point elle habite dans une zone inondable, à quel point l'intégralité de son lotissement a été construit parfois dans le limageur même de la rivière. Ça, c'est un enjeu qui est particulièrement vulnérable et particulièrement exposé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les bons gestes, il n'a pas les bons comportements, il n'est pas au courant que cet événement peut se produire, il est encore moins au courant à quel point cet événement peut venir comme ça, pénétrer chez lui, ces eaux qui viennent de l'extérieur peuvent envahir l'intégralité de sa maison, il ne sait pas non plus quelle hauteur d'eau peut se produire sur son bâti et donc en fonction de la hauteur d'eau, on a plein de scénarios possibles. On peut très bien avoir une inondation avec quelques centimètres, voire même une trentaine de centimètres d'eau qui peut traverser le territoire et là on aura des solutions à mettre en œuvre et puis on peut avoir d'autres situations, d'autres scénarios qui là vont nous montrer quelque chose de bien différent lorsque par exemple, lorsque l'on regarde les images de Nîmes en 1988, les hauteurs d'eau étaient plutôt de l'ordre de 2 mètres. Là on se rend compte qu'il vaut mieux avoir une zone refuge, un endroit où se protéger, à quel point c'est essentiel d'avoir réfléchi à ça avant, parce que si les gens ne peuvent pas monter à l'étage, eh bien ça en fait des personnes particulièrement vulnérables. C'est quelque chose qu'on a découvert notamment après la tempête Xynthia. Les situations de maisons de plein pied ont été les premières exposées et notamment les premières à connaître des victimes importantes. Donc on doit aujourd'hui essayer de comprendre quelle est la hauteur d'eau, quelle situation finalement peut se développer sur un territoire, avec quelle occurrence, quelle vitesse. Essayer de comprendre tout ça, c'est déjà commencer à apporter une partie de la solution. Alors la vulnérabilité, c'est vraiment une notion essentielle à comprendre lorsque l'on parle de la gestion des risques. C'est vraiment ce degré qui va permettre de comprendre à quel point on est vulnérable, à quel point en réalité on peut être atteint directement. Et donc on voit à quel point on n'est pas tous vulnérables de la même manière. Premièrement parce qu'on n'a pas tous conscience de la même manière des risques potentiels. On n'a pas non plus la même manière de réagir. Certains vont par exemple venir avec une voiture, voir un passage à gué et ne vont absolument pas prendre conscience à quel point il y a un risque. Ils vont s'engager avec leur voiture en décidant de passer outre ce risque potentiel parce qu'ils n'en ont pas conscience. Et c'est là qu'en général, on a le plus de drames en France, puisque beaucoup de voitures se font emporter directement sur des passages à gué. La résilience, c'est un autre terme qui est essentiel. C'est cette capacité qu'on va avoir de rebondir face à une situation qui peut potentiellement nous atteindre. Donc en réalité, vulnérabilité et résilience sont deux termes totalement antagonistes, inverses. Lorsqu'on est moins vulnérable, on est plus résilient et vice-versa. On peut travailler sur ces questions-là, travailler sur les gestes qui sauvent, travailler sur les manières de comprendre justement comment on va pouvoir se protéger. On peut travailler sur les comportements. On se rappelle tous de la manière dont les Japonais fonctionnent face aux risques sismiques, mais on sait aussi qu'il faut travailler absolument sur le plan structurel, c'est-à-dire à l'échelle de sa maison, de son bâti. Sur le risque sismique, par exemple, on voit très bien à quel point les normes parasismiques qui ont été mises en place au Japon portent aujourd'hui leurs fruits et à quel point ils sont beaucoup moins vulnérables que d'autres territoires qui pourraient subir des séismes bien moins importants. Je pense par exemple à l'Italie qui a été particulièrement meurtrie ces dernières années parce que tout simplement ces bâtiments n'étaient absolument pas adaptés aux risques en présence. Donc c'est tout ça qu'il faut comprendre. Il faut essayer de voir d'où vient la menace, quels sont les enjeux en présence, quel est le niveau de vulnérabilité de ces enjeux et à partir de là, on détermine exactement ce qu'est le risque sur un territoire.
On peut aussi le cartographier, ce risque. On peut l'évaluer et mettre en œuvre des solutions adaptées pour justement répondre aux problématiques de ce lieu. Et puis il y a cette notion qui est essentielle à comprendre, c'est que on a trop longtemps cru que les grands ingénieurs, tous ceux qui allaient être capables de mesurer ce risque, nous permettraient de nous protéger et ont estimé que nous arriverions à un risque zéro. En réalité, ce risque zéro n'existe absolument pas. On est tous fragiles de manière plus ou moins importante là où on se situe. Et donc, il est essentiel de comprendre d'où viennent nos fragilités pour pouvoir essayer de travailler dessus. Travailler en matière de gestion des risques, eh bien, cela revient à faire de la médecine préventive sur nos territoires, comprendre où sont nos vulnérabilités, comprendre comment on va pouvoir se renforcer, devenir beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort pour faire face au prochain événement potentiel et faire en sorte que le risque puisse se produire et pour autant que cela ne se transforme pas en une catastrophe. Avoir la conscience du risque, c'est comprendre qu'on peut être directement touché, qu'il faut absolument essayer de se préserver en ayant les bons réflexes, les bons comportements, mais aussi en adaptant sa maison. Avoir une culture du risque, c'est pas pour autant avoir les bons gestes qui vont bien au bon moment. Ça demande un énorme travail pour pouvoir sensibiliser sur tous les territoires et permettre aux gens de pouvoir avoir les bons réflexes face aux risques qu'ils ont en présence. Derrière la question de la gestion des risques se cachent deux notions fondamentales. La première, c'est la gestion de crise et la deuxième, c'est le retour d'expérience. Alors, qu'est-ce que la gestion de crise? Lorsqu'on regarde le mot crise, qui vient du grec krisis, ça signifie décision. Donc, il va falloir que l'on soit capable de prendre les meilleures décisions au meilleur moment pour justement éviter qu'il y ait une rupture de l'équilibre en présence. C'est une période, la crise, qui est complètement inhabituelle. On perd complètement ses repères, ses références. Et pour pouvoir mieux gérer une crise, il faut se préparer bien longtemps à l'avance à cette crise. Il faut essayer de s'entraîner, il faut essayer de mettre en place des exercices de crise qui nous permettent de nous renforcer parce qu'à ce moment-là, nous allons comprendre où sont nos fragilités, nos faiblesses, peut-être dans la communication ou dans les réflexes, de comprendre l'ampleur de la situation. Et donc, à force d'entraînement, on est beaucoup plus fort. Si on subit une crise sans jamais s'être entraîné, sans jamais avoir compris la situation, on peut être pris par de la panique, par des effets derrière d'anxiété généralisée qui nous empêchent d'avoir les bonnes décisions. Gérer une crise, c'est justement essayer d'optimiser la manière dont on va appréhender le risque qui arrive sur les territoires et on va pouvoir adapter les meilleures décisions pour protéger tous les enjeux en présence, que ce soit les populations ou encore tous les enjeux et les biens économiques. Cette gestion de crise, elle est fonction de différents piliers. Premièrement, la prise de décision. Ça va permettre de mettre en œuvre un ensemble d'actions. Pour ça, il faut les avoir réfléchies bien en amont. Essayer d'avoir notamment identifié les actions prioritaires. Est-ce qu'on doit venir couper une route parce qu'elle risque de se retrouver inondable et empêcher à des gens de s'embarquer directement dans un piège? Ou bien est-ce qu'on doit s'organiser? Et à ce moment-là, comment on va planifier chacun ses actions et comment on ne va pas justement venir empiéter sur le travail de l'autre, mais au contraire réussir à avoir une organisation généralisée. Et puis enfin, il va falloir apprendre à communiquer parce que la communication est vraiment le levier essentiel pour gérer la crise au mieux. On va passer les bons messages aux populations, on va essayer de faire comprendre justement qu'on n'est pas dans le déni, qu'on voit la situation et qu'il va falloir que chacun se protège et se préserve. Toutes ces actions sont essentielles et peuvent conduire, si on y réfléchit bien en amont, à mieux gérer les risques, à mieux gérer les crises et à faire en sorte que ces crises ne se transforment pas en une situation catastrophique. Alors, il existe une solution qui est mise en œuvre depuis le début des années 2000 pour essayer de s'améliorer. Après chaque crise, il faut essayer de comprendre où ont été nos fragilités, comment on a réagi, est-ce que finalement c'était la bonne solution ou pas. Pour ça, on a ce que l'on appelle le retour d'expérience. Ça nous permet de tirer des leçons de ce qui a été bien fait ou pas, au contraire, de ce que l'on a réussi, des bonnes décisions qu'on a prises ou bien des choses que l'on n'a pas vues parce qu'à un moment donné, on était dans une situation de stress et de panique qui ne nous permet pas de tout comprendre. Faire un retour d'expérience, c'est vraiment quelque chose qui est
essentiel lorsqu'on a subi un événement, même si l'événement était de petite ampleur, parce qu'on va mieux se préparer pour un événement qui pourrait être plus important. Et donc, les derniers événements qui ont pu se produire ces dernières décennies nous ont montré à quel point, à une décision près, on peut éviter des victimes et à quel point il faut avoir réfléchi avant, analyser l'intégralité de la situation, essayer de comprendre, d'être à l'écoute pour pouvoir ensuite prendre les meilleures décisions, parce que ces décisions vont être fatidiques dans les heures qui suivent face à des populations qui se retrouvent exposées et que l'on va soit surexposer, soit protéger. C'est tout l'enjeu que l'on a face à nous. On a découvert ensemble un certain nombre de termes qui sont essentiels en matière de gestion des risques. L'aléa, qui est cette menace qui arrive sur un territoire, les enjeux, qui sont en réalité ceux qui vont être exposés à cette menace, la vulnérabilité, qui est la variable d'ajustement qui va faire en sorte qu'on va être directement touché, sinistré, endommagé par un risque, ou bien au contraire, qu'on va réussir à être résilient. Faire de la résilience territoriale, c'est quelque chose qui est essentiel. On va réussir à regarder où sont nos fragilités, quelle est notre vulnérabilité, comment on va réussir justement à mieux faire face à une situation inconnue demain et qu'on aura préparée aujourd'hui.